Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est sophrologue, praticien, certifié en cohérence cardiaque et en psychologie positive. Il est membre de la Société française de recherche et de médecine du sommeil et auteur du livre 2 heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie aux éditions Duno, ce qui sera le thème de notre podcast Métamorphose du jour. Alors je suis ravie d'accueillir Patrick Lesage pour parler sommeil et enfin mieux dormir. Et je vous garantis qu'en 30 minutes chrono, on ne va pas s'endormir. Bonjour Patrick. Bonjour Anne. Alors, je suis insomniaque, je suis pas du matin, je suis crevée, j'ai pas assez dormi, j'ai mis 2 heures à m'endormir. On ne compte plus les expressions autour du sommeil. Se coucher comme les poules, avoir un sommeil de plomb, dormir comme une marmotte. Bref, quelques données sur les Français et le sommeil. Nous dormons en moyenne moins de 7 heures la semaine et 8 heures le week-end. Et une toute récente étude vient nous montrer que nous sommes passés sous la barre des 7 heures de sommeil. Donc ça veut dire qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Alors 10 millions de Français prennent aussi des somnifères et 1 Français sur 3 dit mal dormir. C'est donc la cata côté sommeil ? Alors c'est la cata côté sommeil, bien sûr. Et d'ailleurs, juste pour reprendre un peu le début de votre propos, le dernier mot qu'on prononce le soir, c'est bonne nuit. Et le matin, c'est « Ah, tu as bien dormi ?» Ouais. Ou « Comment tu dormis ?» Ouais. Donc, en fait, on est conditionné par cette perte de conscience salutaire, hein, et heureusement pour nous réversible, mais effectivement, le sommeil, c'est important et ça devient même préoccupant. C'est une affaire pratiquement publique, quoi. C'est clair. Alors, quels sont les risques du manque de sommeil ? Alors, les risques, ils sont nombreux. Parce que bon nombre de personnes disent que dormir, c'est perdre du temps. Alors, après, quand on commence à échanger un petit peu avec ces personnes et qu'on leur explique, par exemple, que le système cardiovasculaire a besoin de se reposer, et c'est notamment quand on dort que ça se passe. Il suffit, si on se réveille, ce qui est tout à fait logique et normal d'ailleurs, toutes les heures et demie, si on observe un peu ces battements cardiaques, ils sont inférieurs de 10 à 15% par rapport à la journée. Donc le système cardiaque, par exemple, a besoin de se reposer. Les hormones, comme l'hormone de croissance, sont synthétisées en début de nuit. Ce qui veut dire que parfois, des enfants vont développer un nanisme, justement, vont ne pas grandir parce que cette hormone de croissance... Un anisme, oui, c'est ça. Un nanisme, voilà. J'avais pas entendu, excusez-moi. Voilà. Certaines hormones aussi seront synthétisées plutôt en journée ou la nuit, parce que nous sommes des êtres diurnes, et en principe, on va manger en journée et pas manger la nuit. Et là, on commence, avec des travailleurs de nuit, par exemple, à avoir des rapprochements très nets entre le développement de l'obésité et le travail de nuit, parce qu'on va mal s'alimenter. Le sommeil aussi va permettre de nettoyer le cerveau. Alors on connaît le système lymphatique, hein, mais le système glymphatique est un petit peu moins connu. En fait, c'est d'évacuer les toxines que l'on a accumulées. Alors ces toxines, c'est estimé à peu près par an, il faut évacuer à peu près le poids du cerveau, c'est-à-dire 1,2 kg, 1,3 kg de ces toxines. Et depuis quelques années, les études ont tendance à montrer qu'on aurait des rapprochements entre les maladies neurodégénératives, et notamment Parkinson, et ces mauvaises évacuations des déchets, ces protéines qui restent dans le cerveau, qu'on retrouve comme la protéine tau ou le bêta-amyloïde, sont stockent et font des amas et
on commence à faire des liens entre certaines maladies neurodégénératives. Voilà, on a donc comme ça une kyrielle de soucis parce qu'on dort pas suffisamment bien. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonnée quand j'ai préparé notre sujet, c'est que les femmes sont plus touchées que les hommes par l'insomnie chronique. Elles seront presque 17%. À quoi c'est dû ? Alors, ce qu'on avance aujourd'hui comme explication, les explications d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain. Je suis bien d'accord. Donc, on va rester prudent. Aujourd'hui, les fluctuations hormonales sont quand même la principale des causes. En tout cas, on voit bien qu'au cours du cycle, il y a des variations, par exemple, de température extrêmement importantes. Et la température par rapport au sommeil, il y a des liens assez directs. Par exemple. Il y a aussi le côté maman, donc toujours un peu en alerte. Donc on va dire que l'attention ou la préoccupation pour encadrer l'enfant, par exemple, donne une petite fragilité. La fameuse mère veilleuse, ouais, c'est ça. Exactement. On pense aussi que très souvent, c'est l'observation, que en nombre plus important, les femmes vont engager un certain nombre de travaux le soir à la maison et vont dire j'irai me coucher quand ça sera fini. Ouais. Et alors alors tant qu'on est en activité, on reste éveillé bien sûr, mais le train lui il est peut-être passé et on l'a loupé. Donc il y a plus de train de sommeil, donc faut attendre le suivant. Voilà. Donc plus alors ça c'est pas complètement anecdotique si la personne qui, à côté de cette femme qui a des insomnies, ou en tout cas des insomnies chroniques, si cette personne ronfle, oui, c'est un gros problème. Le ronflement est une gêne importante et amène aussi, en tout cas, on pense, contribue à ces insomnies plus importantes chez les femmes que chez les hommes. Alors, même si elle est bien endormie, est-ce que c'est gênant dans l'inconscient ou si une fois qu'on dort, même si l'autre ronfle, c'est OK ? Alors, le problème, c'est que je sais pas, on évoquera peut-être tout à l'heure une composition de trains de sommeil, mais on a des phases où il y a du sommeil profond, notamment en début de nuit, mais il y a d'autres moments où le sommeil est beaucoup plus léger. Et puis vous savez, 90-95 décibels à côté de vous, c'est pas très paisible. Ça fait du bruit, surtout qu'en plus c'est pas constant comme bruit, ça vient comme ça par à-coup, donc ça donne ça fait des vrais réveils qui sont pas terribles. C'est pas un doux ronron. Non, c'est pas le chat, c'est pas le chat qui ronronne. Non. Alors, est-ce qu'il y a naturellement de bons dormeurs et de mauvais dormeurs et d'où cela vient-il finalement ? Habitude de vie, rythme, héritage familial, génétique ? Est-ce qu'on doit savoir des choses là-dessus ? Alors, il y a un petit peu de tout, effectivement. Dans un certain nombre de cas, l'hérédité fonctionne, mais aussi l'éducation. Je veux dire, alors si on vient par exemple sur le somnambulisme qui est un trouble, il y a une part, j'allais dire héréditaire. Voilà. Sur d'autres phénomènes, on a l'éducation, évidemment. Alors ça me fait penser, je souris parce que je pense dans mes interventions, dans mes conférences, je parle souvent du contre-exemple, où les parents doivent pas être le contre-exemple, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à son enfant tu fais ça alors que nous on fait lève-toi tôt et nous on fait la grasse mat, quoi. Par exemple, ou l'utilisation des smartphones, des tablettes, etc. Donc effectivement, on peut avoir des choses qui se succèdent. On peut avoir dans nos habitudes et dans l'éducation qu'on a pu avoir, des choses qui s'installent. Et effectivement, l'enfant qui est habitué à ne pas aller se coucher très tôt va peut-être garder ses réflexes. Et puis, c'est aussi, il faut intégrer le fait qu'on peut avoir des avances ou des retards de phase naturels en fonction de l'évolution en âge. On va peut-être parler des ados tout à l'heure, ou des personnes, des seniors, où là on est dans l'opposition. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui se produisent, qui sont à la fois naturelles et puis d'autres qui sont de la pratique. Mais on peut être effectivement lève tôt, lève tard. On peut être court ou long dormeur. Il n'y a pas de normes. C'est un peu une fatalité d'ailleurs si on est lève tard ou lève tôt quand on a des difficultés à se réveiller. Est-ce que ce sera un peu toute la vie ? Alors c'est un peu mon cas personnel, mais c'est un peu pénible.
Alors justement, moi j'ai écrit un papier il n'y a pas très longtemps sur et si les DRH tenaient compte du chronotype des salariés. Effectivement, faire venir au bureau ou à l'usine le matin tôt, un couche-tard, ça pose problème. En fait, vous allez le payer en partie pour qu'il se réveille sur son lieu de travail. Et je ne parle pas des risques d'accidents qui peuvent se produire. Alors ça, c'est le côté un peu idéal où on pourrait avoir des chronotypes parce que une personne qui naturellement se couche à 1h du matin, imaginons se lève à 8h, est en pleine forme, n'a pas de soucis en journée, de baisse de vigilance, où il n'y a pas de problème. Une personne qui va se coucher à 22h, qui se lève à 5h du matin, ce qui est à peu près mon cas, il n'y a pas de souci. Après, on peut être en décalage avec le reste de l'environnement familial, mais il n'y a pas de souci. L'important, c'est qu'on soit bien vraiment le matin au réveil et qu'on soit bien en journée. Alors justement, vous parlez d'être bien le matin au réveil. Qu'est-ce qu'un bon sommeil réparateur ? On a l'impression d'avoir récupéré. C'est quand on a ce sentiment d'avoir bien dormi ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me lève le matin. Alors, il y a aussi les quelques personnes qui appuient 5 fois sur le réveil pour pouvoir se lever. Mais je me lève le matin. Je suis en forme. Je suis pas plus fatigué que la veille parce que parfois on entend ça. Et puis en journée, je n'ai pas de petite baisse de vigilance, mis à part celle du midi qu'on attribue de façon un peu rapide, mais à l'alimentation, assez fausse, voilà, à l'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est la petite baisse de vigilance. Mais si le matin vous êtes vraiment en forme, vous vous réveillez, vous n'avez pas de maux de tête, vous êtes opérationnel assez rapidement. Et si en journée il n'y a pas de baisse d'énergie, alors tout va bien. Il n'y a pas de repère autre, j'allais dire, c'est principal repère, c'est ça. Parce que parfois on nous dit, mais il faut combien de temps le temps idéal, le vôtre en fait. Oui. Alors justement, tout à l'heure, vous disiez cette anecdote de celui qui appuie 5 fois sur le réveil. Je me sens aussi encore une fois un peu concernée, mais vous dites, c'est pas terrible de faire ça. En fait, il vaudrait mieux se lever tout de suite, dès le premier signal. Oui, alors là, on peut... Oui, parce qu'en fait, on perd quelques minutes précieuses, en fait, puisqu'en fait... On se rendort. On se rendort pas vraiment, en fait. On est en alerte quand même, on sait que ça va être là. Oui, mais c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas tellement récupérateur, alors qu'on a perdu une demi-heure, en fait. L'utilisation de la luminothérapie peut être sans doute beaucoup plus intéressante dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un simulateur d'aube qui va partir d'une lumière rouge-orangée et entre 20 et 40 minutes, cette lumière va se transformer en lumière du jour. Et là, vous allez vous réveiller tranquillement par cette lumière qui va atteindre votre cerveau. Parce que ce que l'on ignore souvent, et là c'est peut-être intéressant juste de faire cette petite précision, c'est que le message lumineux arrive au cerveau, même les yeux fermés. Et là, au mois de mars, là, de façon très très récente, des travaux de Claude Gronfier, qui est un chronobiologiste de Lyon, a montré, ces travaux montrent en tout cas que l'impact à la fois sur le cerveau, mais aussi sur la température du corps, sur le système cardiovasculaire, se fait entre 1 et 5 minutes après une exposition, mais y compris à des lumières en nombre de lux relativement faibles. Et là, ça remet en cause les pratiques actuelles de la luminothérapie, où on disait classiquement il faut 10 000 lux et 30 minutes d'exposition. Donc, la luminothérapie, enfin en tout cas, l'utilisation de simulateurs d'eau peut permettre de se réveiller tranquillement et de garder le bénéfice de ce temps d'éveil et non pas d'appuyer à plusieurs reprises. Sur le réveil. Ouais. C'est vrai que parfois on peut avoir le sentiment en fait d'avoir un sommeil relativement récupérateur, mais quand on a du mal, par exemple pour ceux qui ont du mal à se réveiller,
on pourra prendre le cas des autres ensuite, de pas être vraiment dans son bon rythme, du coup, parce qu'on se dit, si j'ai du mal à me réveiller, c'est que soit j'ai pas mon quota de sommeil, soit je me réveille, il faudrait peut-être que je me réveille finalement avant 6h du matin, ou alors je me suis réveillée en plein cycle. Comment comprendre et savoir tout ça? C'est pas facile. Alors j'allais dire d'abord, la nuit se prépare le jour. Voilà. Et si effectivement, j'entends aussi parfois un certain nombre de commentaires où les gens disent je sens que j'ai une baisse de vigilance là vers 21h30 par exemple. Je vais quand même pas aller me coucher à 21h30. Je pique un peu du nez après le repas, quoi. Voilà. Et du coup, on refuse parce qu'on pense que effectivement c'est trop tôt. C'est trop tôt, on pense, mais notre corps lui nous dit ce serait plutôt bien d'y aller. Ouais. Donc on recule l'échéance, voilà. Et donc on risque de réduire le temps de sommeil. Donc le matin, vous vous réveillez, vous êtes en dette de sommeil en quelque sorte. Donc là, le comportement de l'individu peut avoir son importance et ses incidences. Maintenant, on peut effectivement être, comme je disais, couche-tard naturel, et cependant, la vie, l'activité professionnelle fait qu'il faut se lever. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un risque à trop dormir, à faire des grasses matinées super longues? On pense par exemple aux ados, mais dans le cas d'adultes, est-ce qu'il y a des gens j'ai rencontré un ami il n'y a pas longtemps qui me disait, en ce moment, il est un peu en espèce de semi-retraite, et il me disait, depuis quelques mois, je dors 12 heures par jour. Est-ce que c'est bon pour un adulte de faire ça? Alors tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas vraiment de règles. Oui. Cependant, on dit qu'en dessous de 6 heures, et au-delà de 10 heures pour un adulte, je ne parle pas de senior, là encore, on est adulte en activité professionnelle, en dessous de 6 heures, au-delà de 9-10 heures, on peut s'interroger. Parce que c'est-à-dire que ponctuellement, ça va. Alors ponctuellement, ça va, mais par exemple, ne pas assez dormir, ne pas avoir son quota de sommeil, ou être en restriction de sommeil. Par exemple, si on prend des gens qui dorment moins de 6 heures, et vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires en disant, en semaine, on dort à peu près dans le temps, et le week-end, 1 heure de plus en moyenne. Oui. Donc, ce phénomène fait que, par exemple, si on dort moins de 6 heures, on considère que vos réflexes, à la fois au niveau cognitif et physique, sont ceux d'une personne qui a une alcoolémie de 0,5 grammes. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Et 24 heures, c'est 1 gramme. Donc, faut quand même faire très, très attention. Après, alors, trop dormir, on pense là aussi qu'on peut avoir des problèmes d'une pathologie sous-jacente. D'accord. Voilà. Donc, on est plutôt dans les hypersomnies. D'accord, donc là on fait une petite vigilance. Alors chez les ados, revenons justement à nos tranches d'âge, puisqu'on en parle. On sait que chez les seniors, il y a besoin de moins d'heures de sommeil, et chez les adolescents, on voit qu'ils sont complètement en dehors de leur rythme biologique. Et là, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place récemment à ce sujet. Ah oui, alors enfin, on s'intéresse un peu au sommeil des ados, et des décisions récentes feront que en région parisienne, donc vont être testés les retards, les reculs de l'heure de démarrage de l'enseignement, notamment pour les ados, et ça fonctionne dans d'autres pays. Donc pourquoi ça fonctionnerait pas en France? Alors, faut faire confiance aussi, à la vie et aux ados. C'est pas parce qu'on va reculer l'heure de démarrage des cours qui vont passer plus de temps le soir sur leur tablette. Je crois que là aussi, il faut être un petit peu attentif à ça. Mais il y a un retard naturel de phase chez l'ado, c'est-à-dire que son corps ne lui donne pas de signe « va te coucher maintenant ». Voilà. Donc, il y a un retard naturel de phase, alors que chez les seniors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que... Oui, on voit les seniors, ça pique du nez direct, quoi. Oui. Donc, c'est l'avance de phase. Ça, c'est la vie, ça. Alors, il y a des gens qui sont naturellement, effectivement, du matin, et puis d'autres naturellement du soir, mais cette phase donc d'avance de sommeil pour l'ado est tout à fait classique. Et donc, enfin, on va voir ce que ça va donner, puisqu'on va dire, puisqu'il y a ce retard de phase, alors on va aussi reculer l'heure de début de cours. Est-ce qu'il aurait besoin de dormir combien de temps, l'ado On dit à peu près 9 heures. Oui, quand même. Ouais, 9 heures. Et alors, c'est sûr que s'il se couche à 11h30, minuit, ce qui est quand même
assez classique. Enfin, en tout cas, on le trouve fréquemment. S'il doit se lever à 6 heures, vous voyez, il y a un petit delta, quoi. Alors, et ça se cumule. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le week-end? Il suffit de poser les questions aux parents, hein. Il se lève à quelle heure? Midi? D'accord. En se levant à midi, il nous a fait un petit New York-Paris en décalage horaire. Mais New York-Paris, pas oui, Paris-New c'est ça. York. Alors ça, vous dites, j'ai bien aimé dans votre livre, faut-il rattraper son manque de sommeil après une nuit de 5 heures, dormir 11 heures la nuit suivante? Et là, vous dites, la mauvaise idée. Oui, la grasse matinée, c'est pas une bonne idée. En revanche, on peut faire des micro-siestes pour tenir juste un petit peu tenir dans la journée. Et le sommeil de rebond du soir ou du lendemain sera plus important, donc notamment le sommeil profond, et donc on pourra récupérer. Mais c'est pas l'ardoise magique, quoi. On va pas cumuler un besoin important, enfin une dette importante de sommeil, et hop, on secoue, et non, il en reste toujours quelques traces, quoi. Oui, c'est ça. Alors la micro-sieste, c'est quoi justement? Alors la micro-sieste, alors ça dépend, parce que effectivement, c'est quoi une sieste d'abord? Oui. On va dire il y a 2 types de siestes, et schématiquement, je dis en gros, c'est soit moins de 20 minutes, soit 1h30. Alors en moins de 20 minutes, alors dans le livre, moi je les appelle pas sieste parking, sieste flash, etc. Moi j'ai préféré les appeler S, L, XL, etc. parce que je trouve que c'est parlant aussi. En dessous de 20 minutes, on va récupérer pour les 2 heures à venir, quoi, en gros. Donc, on va pas avoir d'incidence sur la nuit suivante. D'accord, on met juste un peu de carburant dans la machine là pour tenir. Pour tenir. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé quand on fait des trajets routiers. Hein. Oui. On s'arrête toutes les 2 heures, on fait une petite pause et on repart. Et du coup, on arrive... On fait pas forcément la sieste d'ailleurs. Ah non, on va dire... après, qu'entend-on par sieste, en fait? Parce que parfois, moi, j'entends des gens, oui, je fais pas sieste, j'arrive pas à m'endormir. Ça tombe bien, puisqu'on va s'arrêter juste avant. Alors, qu'est-ce que la sieste? Allez-y, alors. Redéfinissons la sieste, la siesta. La sieste, on va reposer le mental et on va reposer le corps, tout simplement. Déjà, le fait de juste fermer les yeux, on va changer nos ondes cérébrales. C'est-à-dire qu'on va passer... on est dans un état de conscience modifié, puisqu'on va passer entre 8 et 12 Hertz. Voilà, en gros. Donc, on va reposer le mental et... de fait, on va aussi reposer le corps. Donc, en fait, 20 minutes, c'est à peu près la durée de l'endormissement normal. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, parce qu'après, on risque de partir vers le sommeil profond. Et je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'être réveillé au bout de 40, 50 minutes. En général... Oh là là, ouais, c'est quand on s'embarque pour une sieste, on s'est dit 20 minutes et finalement on se laisse embarquer dans le sommeil. Et alors là, c'est... Alors, faut mettre des moyens pour se réveiller. Hein. Il y a pas de secret. Hein. Donc, vous testez à 15 minutes d'abord. Puis après, vous testez à 20. Bon, éventuellement 25 si vous mettez un petit peu de temps, mais avec un petit peu d'entraînement, on arrive à se relâcher et à aller assez rapidement vers cet état de détente. Et ça, c'est la sieste que l'on devrait faire, y compris... sur son lieu de travail. Hein. Alors là, ça bouge un petit peu, mais bon, c'est pas encore partagé. En revanche, la sieste de 1h30, elle est vraiment réservée aux gens qui travaillent la nuit, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour s'endormir assez facilement, on a 2 conditions, au moins à regrouper, c'est-à-dire une pression de sommeil, c'est-à-dire un temps d'éveil suffisant, qui va être couplé à notre horloge biologique et va nous dire, voilà, c'est le moment d'aller se coucher. Donc, tant qu'on n'a pas ces 2 éléments, on aura du mal à s'endormir. Voilà. Non, mais c'est très clair. Alors que j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne pour nous et quelles sont les différentes phases de sommeil. On parle beaucoup du sommeil paradoxal, du sommeil profond. Comment ça se phase dans une nuit? Alors, dans votre livre, c'est très bien fait, parce qu'on voit vraiment, et bien illustré, donc on voit ces différentes phases. Alors, en fait, on va dire il y a 2 grandes phases de sommeil en tant que tel. On va avoir du sommeil lent, d'abord très léger, puis léger, profond et très profond. Ça, c'est sommeil à ondes lentes, en fait. Quand on dit lent, c'est ondes lentes. Et en gros, on va passer donc de 12 Hertz à 0,5 à 4 Hertz. Vous voyez, donc les ondes cérébrales sont toujours là, donc montrent une activité électrique du cerveau, mais de moins en moins importante. C'est-à-dire que on va descendre, et quand on est effectivement entre 0,5 et 4 Hertz, vous voyez, le cerveau fonctionne, mais
on va dire un petit peu au ralenti. Oui. Puis arrive le sommeil paradoxal. Alors pourquoi on dit que c'est paradoxal ? Eh bien parce qu'on va avoir un mental qui va être comme en plein jour. On va avoir une activité cérébrale qui va remonter au-delà des 12 Hertz, alors que lui, le corps, de façon complètement paradoxale, il est complètement atone. Il ne bouge plus. Voilà. Donc en gros, les deux grandes phases, c'est du sommeil lent et du sommeil paradoxal. D'accord, c'est très simple. Et que sont, vous parlez de parasomnie et de dysomnie, qui sont des troubles du sommeil qui peuvent être plus ou moins graves, hein, et je prends le syndrome des jambes sans repos, qui peut être extrêmement pénible. Moi, je connais des gens qui l'ont dans mon entourage, et qui du coup entraînent comme ça ces mouvements sans contrôle, finalement, la nuit, au moment du repos, et qui peuvent déjà effectivement gêner probablement le conjoint, mais aussi la personne qui n'a pas un sommeil très récupérateur. Alors effectivement, les dysomnies, on va dire, c'est une altération de la qualité et la quantité de sommeil, avec les insomnies, l'hypersomnie et puis les troubles du rythme. Et puis après, les parasomnies, on va trouver toute une kyrielle avec le somnambulisme, enfin, etc. Et puis on a un autre grand secteur qui sont effectivement les impatiences, les jambes sans repos. Pour les identifier, on va dire que les personnes qui ont ce trouble, le soir, quand elles s'arrêtent, elles commencent à lire, à regarder la télé, enfin, etc. Lorsqu'elles arrêtent de bouger, en gros, elles ont des sensations très, très étonnantes. Et on n'a pas la même définition de la sensation d'une personne à une autre. On va avoir, j'ai des petits vers dans les jambes, j'ai des petites bulles qui explosent, enfin, etc. Deuxième chose, c'est quand on se lève, quand on bouge, ça s'arrête. On peut mettre aussi de l'eau fraîche et aussi ça s'arrête. Et puis on finit par aller se coucher et on dort. Donc ça, ces impatiences, c'est pas très grave. C'est un peu comme le ronflement. C'est pas grave. Sauf que les ronflements peuvent masquer des apnées du sommeil. Ça, c'est beaucoup plus important. Eh bien, quand on a ces impatiences, dans 80% des cas, on va avoir des mouvements périodiques de jambes la nuit, ce que vous évoquiez effectivement, où on va bouger la cheville, la jambe, et on va faire donc des micro-éveils. Et beaucoup de micro-éveils font qu'on peut être fatigué le matin. Donc ça peut être une explication, parfois, à la fatigue du matin. Je répète, l'important, c'est vraiment d'être en forme le matin. Oui. Et si on n'a pas cette forme, il faut essayer d'en trouver l'origine. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut imaginer consulter un somnologue ? Qu'est-ce qu'un somnologue, d'abord ? Alors, un somnologue, c'est une personne qui a été formée. C'est un médecin ou pas forcément ? Ah oui, c'est un médecin. Toujours. C'est un médecin. Aujourd'hui, j'allais dire l'année dernière, il n'y avait pas de formation initiale en tant que somnologue. Et depuis 2018, il y a une formation transversale en fin de cursus. Donc alors il y a 11 disciplines. Alors on va voir cardiologue, pneumologue, psychiatre, enfin, etc., allergologue, enfin. Et ces personnes qui sont déjà donc en formation initiale, qui sont non seulement docteurs en médecine, mais aussi spécialistes dans un domaine précis, pourront, parce que à l'heure actuelle, au mois de mars donc 2019, oui. C'est pas encore complètement opérationnel. Ça met un petit peu de temps, mais voilà. Donc les somnologues sont des personnes qui sont dûment validées et qui savent analyser un sommeil et surtout donner des traitements. Donc c'est intéressant, faut pas hésiter. Alors si on a l'impression que depuis un moment on se réveille, c'est pas récupérateur, on sait pas pourquoi, on comprend pas, c'est bien quand même de consulter. De toute façon, si vous observez des évolutions dans votre manière de dormir, dans votre façon d'être la nuit, et si les choses s'installent, alors il faut en parler à votre médecin généraliste, qui lui, sans doute, sera en difficulté pour répondre s'il n'a pas été formé, ce qui est logique. En revanche, son job, c'est de vous orienter vers les somnologues. D'accord. Et les somnologues, on en trouve en France. Alors certains sont répertoriés sur le site de la Société française de recherche et de médecine du sommeil que vous évoquiez tout au début. D'autres ne sont pas
répertoriés parce qu'ils n'en ont pas fait la demande. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que... ça peut aider plein de gens, quoi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors, les délais, comme il n'y a pas beaucoup de spécialistes, alors les délais peuvent être longs, mais selon la gravité potentielle de votre trouble, vous pouvez quand même avoir des délais réduits. Oui, parce que 10 millions de Français qui ont recours aux somnifères, ça fait peur. Et j'imagine que le somnologue, il va chercher d'abord les causes et donc il va pas coller systématiquement la personne sous somnifère, qui est quand même un peu un pansement qui n'est pas terrible. C'est-à-dire que prendre ponctuellement des somnifères, pourquoi pas, mais enfin, quand on commence à prendre des somnifères au long cours, il vaut mieux à ce moment-là chercher les causes. Et alors, une des causes, ça peut être aussi l'impact de l'alimentation sur le sommeil. Et du coup, finalement, quel serait l'idéal au niveau assiette et sommeil ? Est-ce que ça a un impact assez fort ? Alors, dans le livre que vous évoquiez tout à l'heure, donc j'ai construit une pyramide que j'ai fait valider d'ailleurs par notre cher ami. Ouais, exactement, Anthony Berthoud, oui. Qui a validé cette pyramide où effectivement, le matin, on est plutôt sur la consommation de protéines pour effectivement avoir l'énergie nécessaire lors du réveil. Les œufs le matin. On adore ça. Oui, exactement. Même on en a parlé dans un podcast avec Anthony, effectivement. Exactement. Et les gens sont toujours encore sur mais non, les œufs, le cholestérol. Voilà. Donc, d'accord. Voilà. Donc ça bouge un petit peu. Et ce matin, j'intervenais chez les pompiers de Paris où on a aussi évoqué ça. Et je leur dis, mais quand vous allez en vacances, vous avez open bar là, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez pain blanc, beurre, confiture, ou vous faites autre chose ? Ah bah non, on fait autre chose. Bah oui. Et pourquoi vous ne le faites pas à la maison ? Ah bah il n'a pas le temps. Alors, écoutez, sincèrement, si vous faites cuire un œuf, vous n'êtes pas obligé de le regarder non plus. Hein. Et puis quand vous prenez... bah oui, non mais... Oui, quoique ça dure pas très très longtemps non plus. Voilà. Vous prenez du fromage, enfin, c'est quand même pas très long. Donc voilà, je pense que c'est surtout le manque d'habitude que l'on a. Le midi, on reste encore un petit peu sur des protéines. Après, vers 17h, la collation avec les fruits à coque, par exemple, ou les bananes, enfin, etc. Et puis le soir, on est sur des sucres lents, donc plutôt pour garder de l'énergie, puisque le corps travaille beaucoup la nuit. Le cerveau est un très gros consommateur d'énergie, donc il faut lui en donner, mais avec des sucres lents, légumes, légumineuses, exactement, etc. Ouais. Exactement. Et puis évidemment, on évite les protéines le soir, parce que c'est plutôt des stimulants. On reste modéré sur la consommation d'alcool, bien évidemment. Ça paraît d'une grande logique, mais si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Exactement. Puis des piqûres de rappel, c'est toujours très bon. Alors en termes d'horaire, justement, le repas du soir qu'on veut quand même plutôt léger avec ce que vous avez dit, pas trop de protéines animales, voire même pas du tout, plutôt des protéines végétales et puis légumineuses, glucides, c'est bien. Et légumes toujours. Vers quelle heure on pourrait avoir ce dîner? Les anglo-saxons mangent très tôt. J'ai vécu aux États-Unis, du coup tout était un peu décalé, on dînait vers 18h et je me suis rendu compte que finalement c'est l'heure presque où j'ai faim quelque part. Alors aujourd'hui, le discours est plutôt de dire vers 19h, mais évidemment c'est pas toujours conciliable entre ce moment qui est quand même... Oui, c'est tôt, mais c'est quand même un moment convivial, quoi. Et c'est bien de partager, enfin c'est quand même mieux d'échanger avec la famille lors de ce moment, plutôt que de regarder la télé, etc. En mangeant, bien évidemment. Donc, c'est pas toujours facile de concilier les horaires des enfants, les horaires des parents, etc. Mais effectivement, on va dire entre 19 et 20 heures, ça paraît plutôt pas trop mal. Après, on essaie d'avoir au moins 2 heures, vous voyez. Après, c'est là que ça se complique un peu. Oui, de battement. De battement entre la fin du repas et le passage au lit. Effectivement, si on a des enfants un peu jeunes ou pré-ados qui se couchent vers 21h, c'est sûr que si on finit de manger à 20h, là, on n'a pas nos 2 heures. C'est un petit peu plus compliqué, voilà. Mais bon. Faut compter 2 heures, disons, c'est l'idéal. Mais d'ailleurs, 2 heures est un... 2 heures est un repère intéressant. Tout à l'heure, on a parlé des 20 minutes par rapport à la sieste, l'endormissement, etc. Maintenant, 2 heures, c'est plutôt un repère intéressant. De même, si les personnes font une activité physique le soir, par exemple, un délai de 2 heures entre la fin de l'activité physique et
le passage au lit est plutôt recommandé. Oui. Parce que en faisant du sport, ce qui est très bien, hein, bien évidemment, Oui. On va monter son corps en température et du coup, on va contrecarrer l'endormissement puisque justement on s'endort sur la pente descendante de température. Oui, d'accord. De même, si on veut se détendre et on veut prendre un bain, eh bien, un bain tiède ou chaud, 2 heures avant d'aller se coucher, c'est plutôt pas mal. Mais pas juste avant d'aller se coucher, parce que là encore, on contrecarre. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Alors, quelques questions quand même rapides, très importantes. Vos conseils en cas d'insomnie, vous dites ne pas laisser passer la lumière. Alors, si on se réveille la nuit, on commence pas à regarder son portable, l'heure qu'il est, de toute façon, ça sert à rien. Ah oui, oui. Alors ça, c'est prohibitif, ça. Très, très, très intéressant de poser la question au public, c'est dire qui a moyen de voir l'heure. Bon, tout le monde lève la main ou pratiquement. Qui regarde l'heure, un petit peu moins, mais une grande majorité. Ça vous sert à quoi? Il me regarde à l'heure de dire, naturellement, à savoir l'heure. Mais oui, ça vous sert à quoi de savoir? Oui, d'avoir cette info, quoi. Voilà. Et après, finalement, là, on tombe dans un grand vide, en parole en tout cas. Et je leur dis, mais vous faites un réveil, c'est fait pour ce. Alors tout le monde répond, réveillé. Et je dis, ok, c'est pas une montre. Donc, oui, mais c'est clair. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est, on me dit, oui, mais si tombe en panne, mettez 2 moyens. Vous mettez 2 moyens pour vous réveiller, vous êtes sûr de vous réveiller, mais ne regardez pas l'heure. Voilà. Alors, quelles sont les autres pratiques qui peuvent nous aider? On l'a dit en introduction, vous êtes sophrologue, cohérence cardiaque, yoga, respiration ventrale, bouillotte, chaussettes. Voilà, dans les solutions comme ça naturelles qui peuvent vraiment faire la différence, apporter du plus. Alors c'est donc un intérêt du livre, c'est que je ne suis pas médecin, parce que je suis pas docteur en médecine, on l'a pas précisé, mais donc dans le livre on aborde des pathologies, mais sans aller sur les traitements, plus sur les symptômes, pour pouvoir ensuite, c'est de la sensibilisation pour dire si vous voyez des choses qui se présentent comme ça, consultez. Donc le livre, il est basé sur l'écologie du sommeil, donc des moyens naturels, des réflexes. Des bons réflexes à avoir pour trouver un sommeil récupérateur. La température de la chambre, par exemple. La ventilation le soir avant d'aller se coucher. Alors ça étonne toujours. En ouvrant la fenêtre? Oui, pour renouveler l'air. Hein, la pollution interne étant souvent supérieure à la pollution externe. Et puis après, dans les hygiènes de vie, donc la régularité du lever, l'exposition à la lumière du jour, dès le matin, par exemple, vous voyez. Donc, ce sont que des petits conseils comme ça qui sont donnés, qui paraissent tomber sous le bon sens, mais si on les applique pas, voilà. Alors, le plus dur pour chacun, évidemment, c'est de dire, bon, d'accord, j'ai à peu près compris. Donc ça, c'est l'attitude, d'accord. Oui. Et puis, je le fais ou pas. Ça, c'est le comportement. Donc, passer de l'attitude, ce qui est, on va dire, cérébral, à un acte, qui est le comportement, c'est souvent la difficulté. Oui, qu'on appelle l'acrasie, c'est-à-dire entre je sais que c'est bon pour moi, mais je ne le fais pas. Exactement. Voilà. Mon mental a l'info, mais mon corps, non. Quelque part. Enfin, en tout cas, ça passe pas à la phase intégration. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, dans votre livre, vous parlez aussi des recours aux plantes. Alors, on le sait, les plantes, c'est pas non plus anodin. Les plantes sont puissantes. Tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de dosage, disait un médecin il y a très longtemps. Et donc, les plantes qui peuvent nous aider, on en connaît en phyto, aubépine, camomille, valériane, passiflore, mais bon, avec modération aussi quand même. Alors, modération, mais surtout conseil, voilà, parce que les huiles essentielles, c'est la même chose. C'est puissant. C'est puissant. Et parfois, moi, j'observe dans les biocoop, enfin, voilà, on regarde des gens qui choisissent des produits, et je me dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment l'information sur la puissance? Et est-ce qu'ils en ont parlé notamment à leur pharmacien? Parce que le pharmacien, c'est quand même un très bon recours. Bien sûr. Lui, il vous connaît parce que il voit les traitements que vous pouvez avoir et peut vous conseiller de prendre ou de ne pas prendre tel ou tel produit, que ce soit en phyto ou en huile essentielle, parce que ça peut contrecarrer le traitement en cours, voire renforcer ce traitement. Donc attention, c'est pas parce que c'est naturel que ça peut ne pas être avec des conséquences plus ou moins importantes pour votre santé. Tout à l'heure, je parlais de la cohérence cardiaque. Est-ce que ça peut être aussi un bel outil pour s'endormir le soir, ou pas forcément? Ah oui, oui. Je crois que apprendre à respirer,
Ça, c'est déjà important. Apprendre à lâcher prise avec des techniques. Vous évoquiez la sophro, mais on peut avoir d'autres approches. Training autogène de Schultz, relaxation différentielle de Jacobson, enfin, quelques petites choses comme ça. Pour se détendre aussi, amener un peu de psychologie positive, quoi. Amener Je change pas la vie, moi, je change mon regard sur la vie. Je regarde la vie telle qu'elle est, non pas telle que je voudrais qu'elle soit. Donc ça paraît aussi d'une simplicité, mais pourtant c'est important. Et donc aller chercher du positif. Et puis la cohérence cardiaque, oui, c'est tout à fait intéressant. Alors il y a des applis qu'on dit de cohérence cardiaque qui sont pas tout à fait ce qu'est la cohérence cardiaque, parce que quand on l'utilise comme je peux le faire en thérapie comportementale ou cognitive, c'est pas tout à fait ça, mais n'empêche que ça peut être utile. Vous allez leurrer un peu votre cerveau, parce que peut-être que vous avez fait l'expérience, vous dire faut que je dorme, et en général ça marche pas. Voilà. En revanche, si vous leurrez votre cerveau en le faisant se centrer sur telle ou telle action, ça on est plutôt sur de la méditation. Et la cohérence cardiaque, c'est pareil, vous allez réguler vos battements de cœur à partir de la respiration. Et comme le cerveau limbique, celui des émotions, et le cœur sont en interréaction fréquente, eh bien, on va calmer son mental et on va trouver une certaine sérénité pour s'endormir. Un thérapeute m'avait donné une astuce que j'avais trouvée super aussi, c'était de chantonner, même si en fait on marmonne juste un peu, si on a un conjoint, pas le réveiller, mais de chantonner, et c'est un leurre aussi pour le cerveau, et du coup il se met sur un autre programme, qui est le programme de je suis en train de chanter, donc c'est que tout va bien, et hop, après je peux trouver, voilà, donc ça fait partie de ces petites techniques. Oui, alors on distrait le cerveau, et puis en plus on se fait plaisir parce que on va émettre des sons qui nous conviennent, donc là on est sur du positif. Donc d'un côté on leurre le cerveau en disant ben voilà, t'occupe, on fait pas deux choses à la fois. Je suis désolé Anne, en tant que femme on fait même pas deux choses à la fois. Donc ça c'est toujours amusant parce que les gens doutent un peu, mais on leur fait faire un certain nombre de choses et on leur dit est-ce que vous voyez vous arrivez à faire deux choses à la fois? C'est compliqué. On le fait de façon séquentielle, mais on les fait pas en totalité. Non. Et puis le cerveau il fatigue, ça sert à rien quoi. Donc il est préférable de faire une seule chose complètement, puis on passe à une autre, etc. La cohérence cardiaque, pour répondre, c'est très intéressant également. D'accord. Pour finir, et de manière très courte, j'aimerais qu'on termine sur une note optimiste. Est-ce que vous avez vu vraiment des gens qui utilisaient des somnifères, qui en appliquant toutes ces bonnes méthodes qui leur conviennent, dont on a parlé depuis le début de ce podcast, les horaires de sommeil, l'alimentation, etc., ont récupéré un sommeil vraiment de qualité et ont pu sortir de cette impasse? Alors, je n'ai pas ce type de retour, puisque je ne consulte pas, donc je n'ai pas un suivi des personnes. Voilà. En revanche, j'ai des retours assez fréquents suite à mes interventions dans le monde du travail, de personnes qui ont été sensibilisées. Je pense notamment aux apnées du sommeil. On n'a pas évoqué les apnées, mais c'est un fléau. Ah oui. Vraiment. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, effectivement. Oui, mais très rapidement. Mais en gros, on va dire, non traitées, les apnées réduisent votre espérance de vie, de façon très claire et nette. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui est en progression, l'apnée du sommeil, ou qu'on connaissait pas bien et qu'on est en train de découvrir? Je pense qu'on découvre et on approfondit, y compris chez les enfants. Parce qu'avant, on disait oui, il ronfle un peu la nuit, il bave, etc. Et des grognons le matin, oui. Bon, voilà, on va lui enlever les végétations, pareil. Oui, mais on savait pas que c'était des apnées du sommeil qui étaient derrière et qui peuvent amener un retard de croissance chez l'enfant ou un retard scolaire. Vous voyez l'impact dès l'enfance. Donc aujourd'hui, on traite de mieux en mieux ces apnées, on les détecte de mieux en mieux. Alors juste, là aussi peut-être, je vais faire vite, attention aux applis que vous pouvez acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applis grand public ne vous donnent pas votre sommeil. Ils vous donnent un certain nombre d'indications, mais ne vous donnent pas votre sommeil. Donc, attention, vous pouvez devenir cyberchondriaque, quoi. Attention à ça. Cyberchondriaque. Faites attention à ça, quoi. Voilà. Très bien. Patrick Lesage, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, 2 heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie, aux éditions Duno. Merci. Merci Anne.
Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, Engagé de Nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.